Accusé d'avoir acheté en 2007 sa résidence à Abidjan, longtemps allié du président Alassane Ouattara, qui l'a aidé à accéder au pouvoir pendant la crise électorale 2010-2011, l'ex-chef rebelle devenu Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui M. Guillaume Soro, candidat à la présidentielle d'octobre 2020, est condamné à 20 ans. Le président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique et porte-parole de la plateforme des organisations ivoiriennes du Benelux, Belgique, Hollande, Luxembourg, M. Tapé Groubera, que pensez-vous du verdict de la justice ivoirienne? Merci, M. Guy Ekwala. Il faut dire que nous ne sommes pas surpris. Surpris en ce sens que depuis l'avènement de M. Alassane Dramane Ouattara le 11 avril 2011, par un coup d'État, il n'y a eu qu'une continuité de violation des droits de l'homme et du peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes pas surpris. C'est d'ailleurs pour ça que pour nous, M. Guillaume Soro, qui hier était son allié, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, aujourd'hui paye le prix d'avoir aidé ce monsieur à accéder au pouvoir, parce que le consortium qui avait été élaboré était un consortium qui s'inscrit dans la violation des droits de l'homme. Pour revenir à la question qui a été posée, sachez que ce n'est pas nouveau. Dans le principe même de la violation des droits de l'homme par le régime, et qui s'applique aujourd'hui à un de ses alliés, à savoir M. Guillaume Soro. Et il y a, comme on l'a dit, un genre de flou qui se passe. Pour que je les, comme on appelle vos éditeurs ou auditrices puissent me suivre, je vais faire une petite genèse très rapide et très brève pour qu'on comprenne. Déjà en octobre, je crois, 2019, M. Soro Guillaume annonçait sa candidature aux élections présidentielles prévues en Côte d'Ivoire. Le 24 novembre 2019, il rendait visite à un de ses amis à l'époque avec lequel il avait été à la Fessie, à savoir Charles Blé Goudé, qui est détenu à La Haye depuis 2015. Le 23 décembre 2019, l'État de Côte d'Ivoire, enfin le régime d'Abidjan, dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara, émettait, je dis bien le 23 décembre, émettait un mandat d'arrêt contre M. Guillaume Soro pour tentative de coup d'État, etc. Et le 27, le juge en charge, le juge Adou Richard, confirmait avec les preuves à l'appui, soi-disant, et venait même à la télévision pour dire qu'il y a eu une tentative de coup d'État de déstabilisation. C'est de ça il s'agit. Donc, on parle du 27 décembre. Et puis, donc, nous sommes dans ce registre, et c'est ce qui fait que le 27 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et de libérer tous ses proches détenus depuis 4 mois. Vous voyez? Et puis, on est surpris. Au lieu qu'il y ait, comme on appelle, acceptation de cette décision, ou bien même on peut la contrecarrer de manière, je vais dire, juridique, mais comme je vous l'ai dit, M. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, voulu utiliser la voie légale. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain, le mardi 28? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, du moins il installe une cour, et c'est cette cour-là de justice, un procès, qui condamne M. Soro Guillaume à 20 ans d'emprisonnement avec 7 ans de perte de pouvoir politique et des amendes de 4,5 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai dit au début. Dans le principe, ça s'inscrit dans le combat modeste que je mène avec beaucoup d'Ivoiriens depuis 2011, c'est-à-dire que de permettre à ce que la question des droits de l'homme soit au centre de notre vie, surtout en Côte d'Ivoire et plus singulièrement en Côte d'Ivoire et notamment en Afrique. Vous voyez, c'est la question des principes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi doit être au début. Et effectivement, le respect des lois et des droits des citoyens et des peuples. On ne viole pas la loi en fonction de l'individu ou bien de l'affinité qu'on a à l'individu. C'est pour cela notre combat en tant que membre de la société civile, vous l'avez dit, je suis le porte-parole de la plateforme des organisations ivoiriennes du Benelux.
je suis aussi le président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique. Nous nous battons pour qu'en Afrique, et bien en Afrique, plus singulièrement, depuis ce qu'on appelle l'avènement des multipartistes, puisque nous sommes entrés de cette ère, dans cette ère-là, qui est l'ère de la dictature des partis, arriver à ce qu'on appelle l'ère de la véritable démocratie, où la société civile, effectivement, joue un rôle fondamental. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que là, vous voyez, effectivement, il n'y a pas de contrepoids. On aurait eu des structures civiles qui pouvaient manifester, cela ne serait jamais arrivé. Et malheureusement, comme je le disais tout au début, M. Soro Guillaume, qui a participé et qui s'inscrit dans une logique, il ne faut pas qu'on l'oublie, France africaine, aujourd'hui paye le prix. Donc, je pense que c'est dangereux ce qui se passe, mais ce n'est pas étonnant pour nous qui, depuis au moins une dizaine d'années, combattons ce régime liberticide. Vous voyez, c'est vraiment de manière amusée que les gens regardent un peu cette comédie orchestrée par le régime d'Abidjan. Mais qu'est-ce qu'il dit? Se retire de la déclaration de compétences qui est prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été émise le 19 juin 2013 en application de l'article 34 alinéa de ce protocole. C'est-à-dire que dans la Charte africaine des droits de l'homme, il y a eu un protocole qui a été, je crois, adopté le 19 juin 2013, qui permet à ce que des peuples, comme on appelle la Charte africaine, puissent intervenir dans les pays lorsqu'il y a violation des droits de l'homme. C'est cette charte-là que, en fait, ce protocole que remet en cause, qu'ils ont signé, qu'ils les remettent en cause en Côte d'Ivoire. Le Bénin l'a fait, je crois, il y a quelques jours, et la Côte d'Ivoire suit. Pour dire qu'effectivement, c'est un danger permanent qui fait ça. Ça veut dire que nous parlons de 2013, du 19 juin 2013, et nous sommes aujourd'hui en 2020, ça dit 7 ans après. Pourquoi subitement? Parce que ça n'arrange pas leurs intérêts. Les gens décident évidemment de mettre de côté cette compétence et de dire qu'ils se retirent de ce protocole. Voilà. L'autre élément dont vous parlez, en ce qui concerne la candidature, est-ce que M. Soro Guillaume sera candidat? Au niveau même du fond, la candidature de M. Soro Guillaume s'inscrit dans ce que nous appelons une candidature de la France-Afrique. Il ne faut pas que nous soyons étonnés. M. Soro Guillaume, lui-même, il a dit. Pourquoi il est fâché à Ouattara? Pas parce qu'il voit en M. Ouattara quelqu'un qui, effectivement, dans ses agissements, dans la violation des droits de l'homme qu'il fait, est aux antipodes de ce qui devait être, mais parce que le deal entre eux n'a pas été respecté. C'est tout. M. Soro Guillaume l'a dit. Je suis parti parce qu'il n'a pas respecté le deal. Le deal, c'était quoi? C'est que M. Soro Guillaume puisse continuer la même politique que fait aujourd'hui M. Alassane Ouattara. Ouais, donc, dans le fond, il n'y a fondamentalement rien qui change. C'est ça, il faut écouter M. Soro Guillaume. Donc, quand M. Soro Guillaume dit qu'il sera candidat, ce que nous voyons, comme il est un élément, un pion de la France-Afrique, nous pensons que la France-Afrique, parce que c'est un peu comme le mari avec plusieurs femmes, et celle ou celui qui pourra bien lui donner tous les atouts sera aidé. Donc, quand M. Soro Guillaume dit ça, et comme dans le passé, on sait qu'il avait conduit une rébellion, soit deux hypothèses, soit il va peut-être reconduire une deuxième rébellion avec l'accord de la France-Afrique, ou alors il va avoir le pouvoir, parce que le mari dans cette histoire, c'est la France, va imposer un dictat à M. Alassane Ouattara de retirer tout ça pour que Soro Guillaume soit candidat. Sinon, la troisième hypothèse, qui est que M. Soro Guillaume puisse suivre, vous voyez, des principes légaux, c'est-à-dire interjecter appel, aller jusqu'à la Cour de cassation. Maintenant, je pense, dans ce cas, ça dit que si sa déclaration s'inscrit dans le troisième cas, on peut dire que c'est une déclaration politique pour dire tout ce que vous faites, c'est comment on appelle, du tripatouillage, comment on appelle, le judiciaire, c'est aussi le fait que vous avez une justice aux ordres, et ce qui ne fait que conforter ce que nous disions depuis au moins 9 ans,
Et que donc, moi, je vais quand même utiliser les voies légales pour que, effectivement, ma candidature soit. Donc, ça, c'est la troisième hypothèse que nous souhaitons, nous qui sommes légalistes, nous qui souhaitons qu'il n'y ait plus de sang qui coule en Côte d'Ivoire, que nous pensons que M. Soro Guillaume va suivre. Sinon, les deux autres sont des situations auxquelles M. Soro Guillaume est habitué, et nous pensons que ce n'est pas ces deux-là qu'il va utiliser et que la voie de la SAER va faire qu'il va utiliser toutes les voies légales pour pouvoir permettre à ce que la justice puisse être et non pas la force, parce que nous sommes fatigués de tous ceux qui veulent utiliser des voies, des raccourcis pour accéder au pouvoir par la violence et par la force. La Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles, notamment les événements de 2011. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne s'achemine pas vers une nouvelle contestation? En réalité, la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2011, c'est une guerre impérialiste. C'est une guerre imposée par des puissances occidentales, et notamment la France, par leurs alliés france-africains, pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait un arrêt du processus démocratique en Côte d'Ivoire. Donc, c'était un coup d'État. Voilà ce qu'il faut qu'on marque dès le départ. Donc, il n'y a pas eu une guerre d'une communauté contre une autre. C'est faux. Si quelqu'un vous le dit, je mets cette personne au défi de me montrer, même lorsque le 4 décembre 2010, lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré le président Gbagbo, le candidat Laurent Gbagbo, président, je vais vous parler d'une seule manifestation dans une zone supposée du Nord. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La preuve, vous avez vu, enfin, si vous ne le savez pas, mais je vous le dis, pour vos auditeurs, aux auditeurs le sachent, en février 2011, il y a eu un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire, opéré par l'Union européenne grâce à la France. Vous imaginez? Donc, ça n'a rien à voir avec des populations qui s'élèvent. Il y a eu la fermeture des banques, parce que la plupart des banques en Côte d'Ivoire, 70%, on peut prendre en termes dans le jargon belge, 70% des banques qui sont là sont des succursales des banques françaises. Ces banques l'ont fermé du jour au lendemain. Ça n'a rien à voir avec un mouvement populaire. Donc, c'est de l'extérieur. La composition des structures qui ont voulu. Donc, vous avez vu d'abord, à un moment donné, les gens de la CEDEAO sont partis depuis le Burkina Faso et le Mali. Bon, quand on parle de la CEDEAO, c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous avez le Nigeria et autres, tout ça, qui ont vu des soldats qui sont venus attaquer, agresser l'État du Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'y avait pas eu, comment on appelle, une déclaration de guerre. Donc, ce qui s'est passé en 2011, ce n'est pas, c'est vrai, c'est une guerre. Donc, des puissances, notamment impérialistes, européennes, occidentales et africaines, qui sont venues attaquer le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui s'est passé. Donc, et M. Soro Guillaume était bien content à l'époque de conduire cette expédition punitive contre les Ivoiriens. C'est malheureux et c'est ça, aujourd'hui, qui est le boulet qu'il traîne au pied. D'après lui, il demande pardon, mais nous savons qu'il demande pardon parce que le deal qu'il a eu avec M. Alassane Dramane Ouattara, ce deal ne s'est pas concrétisé. Sinon, il ne le dit pas de manière honnête, mais il le dit parce que tout ce qui l'intéresse, c'est d'arriver au pouvoir pour pouvoir rester au pouvoir et certainement échapper à la CPI. CPI où lui et M. Alassane Dramane Ouattara ont conduit le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Koudé et ici de la première dame s'il est. Voilà ce qui est. Maintenant, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit tout à l'heure en répondant à la question précédente, je l'ai dit, s'il doit y avoir une guerre, et malheureusement, c'est ça, je dis, il y a 3 cas de figure dans le cas de la déclaration de M. Soro. Les 2 premières, soit il décide de faire une rébellion, comme il appelle, comme c'est ce à quoi il est habitué. Ça veut dire qu'il va s'appuyer sur, parce qu'il le dit, sur les forces impérialistes de la CEDEAO et d'autres africaines, et puis sur son allié naturel qui est leur père, à savoir la France. Et comme il est beaucoup allié à M. Macron par M. Ben Ali, qui est un de ses mentors de lui, voilà ce qui peut provoquer la guerre. Mais ce serait venir encore tuer les Ivoiriens pour une question de pouvoir. Voilà ce qu'il pourrait avoir. Et là, véritablement, les Ivoiriens seront malheureusement traumatisés encore une fois de plus
parce que pour une question de place, pour pouvoir être devant, pour faire plaisir, je dis bien plaisir à la France impérialiste, M. Soro va encore faire venir certainement des gens pour pouvoir faire la guerre. Et ce n'est pas le choix des Ivoiriens. Ce que les Ivoiriens demandent, si M. Soro veut qu'il choisisse la voie légale, c'est-à-dire qu'il va interjecter appel. Si ça ne va pas, il va aller jusqu'en cassation. Voilà les voies et les recours qui sont demandés de manière démocratique. C'est vrai que le pouvoir en place n'est pas démocratique. Ce n'est pas pour autant qu'il faut utiliser des voies illégales pour pouvoir le contrer. Ici, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que la seule violence qui est reconnue, c'est le soulèvement populaire. Si oui, le peuple se lève comme ils l'ont fait au Burkina Faso en 2014, oui, ça, c'est ce qu'on appelle une défense, comme on appelle une violence légitime, parce que c'est le peuple souverain qui donne le pouvoir et qui peut arracher. Or, en dehors de ça, s'il y a une rébellion, comment ça s'est passé en 2011, c'est une violation des droits de l'homme, c'est un groupe de mercenaires qui vont venir attaquer encore, comme ils l'ont fait en 2011, la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je tenais à dire. Plutôt que nos solutions se feront de manière endogène. Et donc, pour la même chose, la question de la réconciliation qui s'inscrit dans ce que nous sommes en train de dire, c'est que véritablement, ici, avec l'avènement de la pandémie, tout est arrêté parce que les élections étaient logiquement prévues pour le 31 octobre de cette année. On pense que c'est impossible de le faire. Donc, il va y avoir une échéance plus normale qu'on va faire. Mais comme je l'ai toujours dit, lorsque cela m'avait été demandé il y a 5 ou 6 mois, je l'ai dit, la préoccupation, ce ne sont pas des élections. Et que moi-même, ma proposition, aussi modeste qu'elle puisse être, c'est qu'on laisse une possibilité à M. Alassane Ouattara d'assurer une transition. Ou bien même on crée un groupe qui assure la transition. Pourquoi on puisse se parler? Pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire trop grave, pourquoi on passe dessus? Et c'est ça, les gens comme les M. Soro veulent faire. Passe outre cela. Non, il faut qu'on se parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Qui a fait quoi? Et à partir de ce moment bien précis, alors on va situer les responsabilités. Et puis ceux qui ont envie de pleurer vont pleurer. Ceux qui ont envie de gifler, d'autres vont gifler. Et puis dans cette colère qui après quelque temps va permettre aux gens de s'apaiser, vont permettre alors de se calmer. Et d'autres vont pardonner aux uns aux autres. Et nous pourrons alors nous retrouver dans une situation plus intéressante qui est qu'on puisse aller aux élections. Parce que les élections doivent être l'élément de la fin. Et alors, je peux comprendre que vous parlez là d'un dialogue national. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Un dialogue national de vérité. Vous voyez? Pourquoi on puisse, parce qu'il faut que nous arrivions à la réconciliation. Il faut qu'on réconcilie les gens. On le voit aujourd'hui sur la toile. Hein. Dans cette histoire de Soro, c'est vrai, ses partisans sont là et Soro lui-même, depuis un moment, il demande pardon à ceux qu'on appelle les Gods, c'est-à-dire ceux qu'on appelle Gbagbo ou rien, ou bien Goudé ou rien, hein, ceux qui sont donc de la tendance du président qu'on appelle les pro-Gbagbo. Soro passe son temps à travers ces comment on appelle, ces cyberactivistes, a dit oui, on vous demande pardon, Gbagbo avait raison. Oui, mais la question qu'on pose, pourquoi vous êtes arrivé à ça? Et quand M. Soro Guillaume lui-même il vient, il dit que lui, il s'est détaché de Ouattara, non pas pour une question de fond, parce qu'il faut que aussi on le sache, même au niveau, comment on appelle, africain. Parce que nous, la question, pourquoi le président Gbagbo est soutenu par beaucoup d'Ivoiriens, mais pas la majorité des Ivoiriens? Parce que c'est la question de la souveraineté qui est au cœur du combat. La souveraineté de la Côte d'Ivoire est patente de l'Afrique. Nous ne voulons plus, par exemple, les bases françaises en Afrique. Nous ne voulons plus du franc CFA qui est une monnaie coloniale. Est-ce que ces questions dont nous parlons, M. Soro Guillaume est avec nous? Non. Vous voyez, la preuve, il est le bon petit de M. Macron qui va certainement l'aider. Bon, pour venir faire quoi? Pour venir encore spolier la Côte d'Ivoire. Nous voulons qu'il y ait des réflexions endogènes. Nous acceptons nous-mêmes de nous tromper. Comme ça, nous sommes comptables de nos actes. Voilà ce que nous demandons. Parce que les gens sont toujours là en train de dire oui, les Européens... Non. Nous voulons nous-mêmes poser nos actes. C'est comme un élève. Si un élève triche, on ne peut pas savoir s'il est bon. Laissez-le lui-même faire ses compositions. Quand il va se tromper, il va avoir sa mauvaise note, sa mauvaise cote. C'est qui n'a pas marqué. Lui-même dirait, ah, ça, je me suis trompé. Laissez nous-mêmes, nous, on va assumer notre destin.
Voilà la question qui est importante. Donc, ce qui fait que, en ce qui concerne, pour ce qui est de la réconciliation, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut une réconciliation vérité. Comme on peut utiliser, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu le cas comment on appelle, en Afrique du Sud. Il y a eu un cas au Rwanda. On peut déjà faire cette synthèse-là pour voir ce qui n'a pas marché dans ces deux-là, utiliser un élément. Mais il faut, de manière presque fermée, c'est-à-dire d'abord entre nous, les Africains, les Ivoiriens, dans un premier temps. Si on pense qu'on ne trouve pas d'autorité qui est capable de mener ça, on sort, on reste encore en Afrique. Si on ne va pas, si on sait qu'on ne trouve personne là, on peut trouver une autorité au Cameroun, au Tchad, en Algérie, au Rwanda, ou bien qui va venir, qui va assurer, qui va nous dire, les gars, calmez-vous, moi je suis une personne neutre, ou bien nous sommes des personnes neutres, on va vous écouter. Voilà. Je ne veux pas qu'on sorte du continent africain. Dans un premier temps, on essaie de voir en Côte d'Ivoire s'il y a des personnes ressources qui vont permettre à ce que nous nous parlons. Si on ne trouve pas, on sort, on reste seulement sur le continent africain, avec les îles. On peut aller à Madagascar, on peut aller à l'île Seychelles, pour aller prendre des personnes qui vont venir comme des personnes neutres, qui vont écouter pour qu'on se parle clairement entre nous. La vie, comme disait le président Messe Couture, d'un individu va de 0 à 100 ans. La vie d'une nation va de 0 à l'infini. Ce n'est pas un an qui est le tournant d'un peuple. Ce n'est pas une date qui est le tournant d'un peuple. Un peuple continue. Hein? La preuve, vous avez différents peuples. Vous avez le Rwanda qui a connu cette situation difficile, mais qui s'est quand même relevé et qui continue de vivre. Vous avez, comment on appelle, les Japonais, un peuple. Je ne pourrais pas parler de ce qui s'est passé, mais je vais dire simplement, on a jeté une bombe, 2 bombes atomiques à Nagasaki, hein, et à Hiroshima sur eux, mais ils continuent de vivre, ils sont remontés, etc. Vous avez la Chine qui a rompu en 1949 avec le système par l'avènement de Mao, qui a rebondi. Vous avez Cuba avec Fidel Castro en 1959 qui enlève le pion de la France, M. Batista. Et aujourd'hui, Cuba aujourd'hui, c'est vrai, il y a un embargo qui dit depuis plus de 60 ans, instauré par les puissances occidentales, mais Cuba aujourd'hui, malgré cette pauvreté, pour prendre l'expression du président Messe Couture, ils sont restés dignes dans la pauvreté. Et aujourd'hui, Cuba fait partie de ce peuple qui a envoyé il n'y a pas longtemps en Italie des médecins pour pouvoir soigner les gens du Covid. Cuba fait partie de ce pays-là qui a accepté le paquebot des, comment on appelle, des Anglais qui étaient en mer, etc. Aucun pays européen ne voulait accepter. Cuba était le seul pays pour lui descendre, même s'il y a le Covid. Voyez. Donc, dire que ces dates ne sont pas des dates charnières ou des dates pour lesquelles, lorsqu'on ne les fait pas, on va mourir. Non. L'avenir se trouve devant. Et cet avenir-là, on peut le construire en ayant des bases solides qui vont nous permettre, dans la vérité et dans la justice, de pouvoir arriver à une bonne fin, de telle sorte que nous puissions amorcer de manière harmonieuse l'indépendance de la Côte d'Ivoire et partant de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie pour votre intervention.